le schéma que je viens de vous montrer. Néanmoins, on va le revoir, il y a différents aspects histopathologiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne cicatrisation d'une plaie? Il faut une bonne détertion, on l'a déjà dit, on a insisté là-dessus plusieurs fois. Il faut une bonne coaptation, c'est-à-dire qu'une peau qui soit de bonne qualité pour qu'il y ait un bon accolement, une bonne réparation et régénération. On va le voir que cette réparation fera de temps en temps, cette réparation, cette coaptation va nécessiter les sutures, les fils de suture que vous faites d'ailleurs, que vous ferez quand vous serez aux urgences, hein, la suturation pour coapter les bords de la perte de substance et permettre une régénération meilleure. Et puis il faut bien sûr une bonne vascularisation. Cela fait allusion encore une fois au pied diabétique que je cite souvent. Quand on a une mauvaise vascularisation, on va faire une mauvaise régénération. Donc là, un point important, c'est sur la morphologie de ce tissu de réparation. Ce tissu de réparation, comme vous en doutez, il y a plusieurs stades. À un stade initial, on va avoir un tissu jeune et œdémateux. Il y a encore l'œdème qui persiste de la réaction initiale, donc on a de l'œdème. Il y a encore des cellules de l'inflammation qui sont présentes, et on commence à voir des capillaires néoformés, et on commence à avoir des fibroblastes, mais qui sont très activés et peu nombreux. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de ce tissu de réparation, on va avoir une diminution de l'œdème et des cellules inflammatoires, une vascularisation qui va se hiérarchiser et une augmentation de la matrice. Et à la fin, les vaisseaux vont plus ou moins disparaître, les cellules de l'inflammation disparaissent, l'œdème va être drainé par la lymphe, et finalement, vous allez avoir une cicatrice où il n'y aura plus que de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire du collagène le plus souvent. Donc, il est très important que vous connaissiez bien ces stades, et on va les revoir sur le plan des images histologiques. Voici ici un tissu de réparation qui parfois peut être un petit peu exubérant. C'est ce qu'on appelle un tissu de réparation qui parfois peut être un petit peu hyperplasique, un peu trop, ça a trop réparé si vous voulez. Vous voyez ici un revêtement cutané, et puis là, vous voyez qu'il y a un tissu, on devine à ce grandissement qu'il y a un énorme tissu de réparation, et en fait il y a une angiogénèse très importante qui va faire que d'ailleurs cette lésion peut saigner facilement. On va aller à plus fort grandissement. Qu'est-ce que l'on voit? En haut de cette lésion, c'est-à-dire ici, on va aller de plus en plus profondément, puisque finalement on va s'apercevoir qu'on va avoir différents stades de la réaction inflammatoire sur cette même coupe tissulaire. Cette réaction de réparation va en voir différents stades. Ici, on est encore dans la phase aiguë de l'inflammation. Pourquoi? Vous voyez très bien que vous avez ici, je ne sais plus si vous vous rappelez le cours de la fois dernière, un enduit fibrinoleucocytaire. Et juste en dessous, vous avez une très importante angiogénèse. Mais comme vous le voyez, vous retrouvez ici une substance lâche, c'est l'œdème. Et là, déjà, vous avez peu de cellules de l'inflammation. Par rapport, bien sûr, ici, où il y a toutes les cellules de l'inflammation. Donc, vous voyez que sur la coupe tissulaire, vous avez à la fois phase aiguë et tissu de réparation. Voilà ici, en haut, la phase aiguë. Et là, vous commencez à voir le tissu de réparation avec toutes les cellules endothéliales, tous les néovaisseaux, encore un petit peu de cellules de l'inflammation ici. Et puis, on commence à voir là des cellules d'allure fibroblastique. On va un peu plus en profondeur. On retrouve de très nombreux vaisseaux, de l'œdème. Et ici, un peu plus en profondeur, on commence à voir ici un petit peu de matrice extracellulaire de collagène. On va un peu plus en profondeur, encore plus de collagène, ici des fibroblastes. Par contre, vous voyez qu'ici, il n'y a quasiment plus de cellules de l'inflammation. Et puis, encore un peu plus en profondeur, on retrouve très bien ici la matrice extracellulaire, des fibroblastes. Il y a encore des fibroblastes, mais ils sont moins nombreux en densité, puisque c'est la matrice extracellulaire qui va prendre peu à peu le pas sur les cellules fibroblastiques. Et à la fin de cette réparation, vous aurez essentiellement de la fibrose. Si on prend ici l'exemple, si on est dans la peau, c'est de la fibrose du derme. Et là, vous n'avez plus de néovaisseaux, plus de cellules inflammatoires. Il persiste encore ici un peu de fibroblastes, vraisemblablement. Ça, ok. Alors, un point important ici qu'il faut bien comprendre sur la régénération de l'épithélium. Si on prend l'exemple de la peau, plaie cutanée, le revêtement épithélial, ce revêtement, il va y avoir une régénération des cellules épithéliales une fois qu'on a comblé la perte de substance liée à une plaie cutanée. Donc il va y avoir tissu conjonctif, et puis ensuite il va y avoir régénération par les bords
des cellules épithéliales. C'est la forme la plus classique de réparation d'une plaie cutanée. Mais il faut bien voir que si maintenant on se situe dans un parenchyme plein comme le foie, c'est complètement différent. Dans un parenchyme plein comme le foie, la réparation va être fonction de l'importance de la destruction tissulaire. Et en gros, si je prends l'exemple du foie, c'est selon que la trame périsinusoïdale, vous savez que les hépatocytes sont présents et vous avez des sinusoïdes, dans l'architecture lobulaire du foie, vous avez les hépatocytes et les sinusoïdes. Et un tissu conjonctif très fin entre les hépatocytes et les sinusoïdes. Eh bien, dans le foie, la régénération va être fonction du respect de cette trame périsinusoïdale. Autrement dit, si je prends l'exemple de l'hépatite virale grand A, comme vous le savez, dans l'hépatite virale grand A, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'hépatite virale grand A, en phase aiguë, le patient va avoir des transaminases au plafond parce que toutes les cellules épithéliales infectées par le virus vont être cytolysées. Et puis, ces patients peuvent même mourir à un moment donné de cette forme, dans de rares cas, ce qu'on appelle les formes fulminantes, mais je dirais que le plus souvent, c'est une forme d'hépatite A classique. Et ensuite, 3 mois après, restitution à d'intégrome. Si on faisait une biopsie hépatique, on ne verrait rien du tout. La phase aiguë est passée et ensuite il y a une régénération des cellules épithéliales. Mais ici, simplement, c'est les lymphocytes finalement qui ont reconnu ces cellules épithéliales comme des cellules infectées, qui ont détruit ces cellules épithéliales et il n'y a pas eu du tout de modification de la trame périsinusoïdale. Donc restitution à d'intégrome. Deuxième exemple, un patient attrape une amibiase qui va du côlon, qui va retentir sur le foie, qui va donner un abcès. Si ça donne un abcès, c'est-à-dire une collection suppurée, rappelez-vous, qui creuse une cavité dans un parenchyme plein, cet abcès, au départ, il est rempli de polynucléaires neutrophiles, suppuré, du pus, et puis ensuite, il va être réparé. Mais là, vous n'avez plus du tout de respect de la trame périsinusoïdale des hépatocytes. Donc ici, si vous faites une biopsie, une fois que vous avez donné les antiparasitaires à ce patient qui avait un abcès amibien du foie, vous verrez de larges plages de fibrose collagène. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le fibrose collagène qui va remplacer le trou qui avait été fait, ou en tout cas le foyer de suppuration. Donc vous voyez que selon ou pas que l'architecture est respectée, vous allez ou pas avoir une régénération épithéliale, ou finalement des plages de fibrose, de cicatrisation, qui ne va pas remplacer les cellules épithéliales. Donc ça, il faut bien avoir conscience qu'à chaque fois, on ne régénère pas ces fonctions ou pas de la destruction de l'architecture. Alors ici, c'est des schémas que vous pourrez revoir en détail. Je ne vais pas insister, puisque ici, il y a différents médiateurs. Simplement, ce schéma, je trouve, a l'avantage de montrer que ici, dans la première phase de la cicatrisation, vous retrouvez le tissu conjonctif qui est en train d'être régénéré, et puis peu à peu, les cellules épithéliales qui vont suivre le mode de réparation, et ici, plus ou moins, se joindre les unes aux autres pour aboutir à une régénération épithéliale complète. Le point intéressant surtout de ce schéma, c'est de vous montrer quelque chose que vous devez savoir, je pense, c'est que la croûte qui recouvre ici la plaie est un puits de cytokines très important pour favoriser cette régénération. Et on le sait très bien, si on enlève la croûte, ça va cicatriser plus lentement et tout cela. Ça montre le rôle très important des croûtes pour faciliter et accélérer les processus de régénération. Et vous le voyez très bien. Donc ici, il y a un tissu de granulation qui va également envoyer des métalloprotéases pour digérer finalement après ce caillot, cette croûte, et finalement cette régénération qui va avoir lieu pour rapprocher les deux berges. Alors, cicatrisation et organes. Dans le système nerveux central, lorsqu'il y a une cicatrisation, il va y avoir de la fibrose qui va remplacer le lieu où il y avait eu l'inflammation, et il y a souvent une gliose, c'est-à-dire une augmentation des cellules gliales qui va être associée. Lorsqu'on a une inflammation dans les vaisseaux, il va souvent y avoir une hyperplasie de l'intima, un épaississement de l'intima de la paroi vasculaire. Et cette réaction inflammatoire de réparation dans les vaisseaux va pouvoir créer une resténose. Et c'est ce qu'on connaît avec les angioplasties, lorsque les patients avaient des sténoses coronariennes, par exemple, lorsqu'on faisait des angioplasties. Le risque, c'est quand on faisait ces angioplasties, c'est qu'on avait un risque de resténose après angioplastie. C'est pour cela qu'on a mis aujourd'hui, on couvre, lorsqu'on fait ces angioplasties, on couvre le guide de substances qui permettent d'éviter cette repousse intimale pour un petit peu diminuer les processus de réparation et éviter ces resténoses après angioplastie. Alors, cicatrisation pathologique,
Bon, ça, je dirais qu'on va passer vite. Cette cicatrisation pathologique, il y a des facteurs locaux. Évidemment, s'il persiste le corps étranger, ça va moins bien se faire. S'il y a une hypoxie, là encore, vascularisation déficiente. Et puis, les facteurs généraux, bien sûr, troubles de coagulation. Si on met des corticoïdes, c'est que les corticoïdes ralentissent la réparation. Le tabac, le vieillissement, tous ces processus qui favorisent le retard de cicatrisation. Qu'est-ce que vous devez connaître comme cicatrisation pathologique? C'est premièrement la pseudotumeur inflammatoire, c'est-à-dire de temps en temps, on a une inflammation exubérante qui va créer un aspect de tumeur quelque part. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec le revêtement et l'hyperplasie vasculaire. C'est ce qu'on appelle un tissu de granulation hypertrophique. Et c'est ce que l'on retrouve au niveau de la peau, ça se trouve souvent au niveau des lèvres. Parfois ce qu'on appelle les botryomycomes. C'est un terme qui est ancien, mais qui a gardé son nom aujourd'hui, botryomycome, qui va être une lésion tumeur. Ça donne une tumeur rouge framboisée, mais qui n'est rien d'autre que secondaire à une plaie, un tissu de granulation exubérant et qui saigne au contact. Deuxième cause, c'est dans le tube digestif, on peut avoir parfois des polypes, c'est-à-dire une tumeur. Je rappelle la définition d'un polype, c'est une définition macroscopique, c'est une lésion qui fait saillie dans la lumière d'un organe creux. Vous le verrez lorsque vous ferez la cancérologie. Un polype, c'est un terme macroscopique, ce n'est pas un terme histologique, et que donc on peut avoir des polypes qui ressemblent quelque part à, on se dit ça ressemble à une tumeur, mais finalement c'est des polypes inflammatoires. Le tissu qui est présent dans cette lésion qui fait saillie dans la lumière de l'organe, c'est de l'inflammation et ça se voit dans certaines maladies inflammatoires du tube digestif. On peut avoir des polypes inflammatoires. Enfin, des kéloïdes. Kéloïdes, c'est lorsque la cicatrice est hypertrophique, il y a trop de collagène. Et puis, à part, on sait que de temps en temps, certaines cicatrices peuvent faire le lit de tumeurs qui se développent sur les cicatrices. Ici, une kéloïde, vous voyez que c'est une cicatrice hypertrophique, il y a trop de collagène sur cette tissu de réparation, sur cette cicatrice. Alors maintenant, on va voir la fibrose. Qu'est-ce que la fibrose? La fibrose, c'est l'augmentation de la quantité des composants macromoléculaires de la matrice extracellulaire dans un tissu. En gros, le plus important, c'est de se rappeler que c'est l'augmentation de la composante fibrillaire du tissu conjonctif dans un tissu. Matrice extracellulaire et notamment la composante fibrillaire. D'accord? Augmentation de la quantité de la composante fibrillaire de la matrice extracellulaire dans un tissu. On utilise parfois le terme de sclérose. Le sclérose, c'est un terme macroscopique qui traduit le fait que l'organe est dur. D'accord? Et fibrose, c'est plus un terme qu'on va utiliser sur le plan histologique, parce qu'on va identifier cette augmentation de la matrice. Alors, quelles sont les macromolécules de la matrice extracellulaire? Les deux principales sont d'une part les collagènes et d'autre part les fibres élastiques. Dans la fibrose, le plus souvent, c'est les types 1 et 3 qui sont impliqués dans la fibrose. Et il y a une très bonne coloration de la fibrose, ce n'est pas la seule, mais qu'on peut utiliser pour le collagène, qu'on appelle le rouge Sirius. Vous verrez dans des comptes rendus de biopsie hépatique, où on recherche souvent de la fibrose dans le foie, le pathologiste qui va vous dire avec le rouge Sirius, il y a une fibrose de tel type. Deuxièmement, les fibres élastiques également. On peut avoir des fibroses élastiques, notamment dans le poumon, notamment au niveau des parois vasculaires, et que cette fibrose élastique, un très bon colorant, c'est l'orséine. Vous verrez également que le pathologiste, dans ses comptes rendus, va référer à cette coloration. Et puis on peut avoir dans la matrice d'autres protéines, mais je dirais que c'est plus anecdotique, des glycoprotéines de structure ou les glycosaminoglycanes. Donc retenez surtout collagène, élastine. Quelle est la pathologie, la physiopathologie de la fibrose? C'est bien sûr un déséquilibre entre synthèse et dégradation, c'est-à-dire une augmentation de la synthèse des macromolécules de la matrice et une diminution de leur dégradation. Et que dans la réaction inflammatoire chronique, il y a souvent ce fameux déséquilibre, il n'y a pas d'homéostasie, de remodelage de la matrice, et c'est pour cela qu'on a une fibrose. D'accord? Le mécanisme d'homéostasie sont dépassés. Alors, qu'est-ce que ça donne en macroscopie? C'est-à-dire qu'on palpe l'organe, il est dur, il est blanchâtre le plus souvent, il est déformé cet organe, et alors il peut être, c'est là où c'est important de bien le savoir, il peut être atrophique, mais il peut être aussi hypertrophique. Et si on prend les exemples classiques de la fibrose, c'est la cirrhose du foie, est un très bon exemple de fibrose. Il existe des cirrhoses atrophiques où le foie du patient a diminué en taille
et des...